L'année dernière, on a fait un mariage à Paris. Le budget du mariage était 60 millions d'euros. Tout le monde a vu ce mariage. T'as fait combien toi sur ce mariage? Entre 150 et 170 000. 100% de ma clientèle aujourd'hui est américaine. Les Américains mettent beaucoup plus d'argent que nous sur leur mariage. J'ai le sentiment qu'en France, si tu poses la question, une personne va te dire « Moi, j'attends à payer mon photographe 2 000 euros. » Aux États-Unis, c'est monnaie courante de payer 15, 20, 30 000 dollars son photographe. Ton panier moyen de presta? Grosso modo, j'ai des clients qui me bookent aujourd'hui entre 35 000 euros la prestation et pour les plus gros budgets. C'est de chiffre d'affaires annuel. Et sur la photo de mariage, on a quand même une grosse saisonnalité entre le mois de mai et le mois d'octobre. Wedding season, ils appellent ça les Américains. Wedding season, exactement. Il faut être en forme pour la wedding season. Bon, là, on est sur un très très gros dossier. Un photographe de mariage de luxe, combien ça gagne? Juste après, je reçois Greg Fink, qui est photographe de mariage de luxe et même d'ultra luxe depuis un certain nombre d'années. Il va nous expliquer en détail combien il gagne. Évidemment, juste avant, on va faire notre petite estimation. Nous, on a estimé qu'il facturait à peu près 30 000 euros par mariage. Si on considère que Greg fait une vingtaine de mariages par an, ça lui ferait 600 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Là-dessus, combien ça coûte? On a estimé que sa marge était de 50%, donc il avait 300 000 euros de frais. Il y a des déplacements, il y a des logiciels, des assistants probablement à payer. Alors là-dessus, si on estime que son salaire chargé est de 120 000 euros, ça fait à peu près 6-7 000 euros dans sa poche tous les mois. Ça voudrait dire qu'il lui reste 180 000 euros qu'il garde peut-être dans la boîte en fonds de roulement en trésorerie, sur lesquels évidemment il doit aussi payer des impôts, à peu près 30%. Bon, là on est vraiment sur un très très gros coup. On va voir tout de suite si Greg Fink nous le confirme ou pas. Un photographe star, un photographe de mariage. Alors, un autre truc dont on va parler aujourd'hui, Greg, avant que tu te présentes, c'est quoi la principale différence photographe de mariage, photographe de mode? Une question comme ça de but en blanc. Photographe de mariage, moi je suis parti dans ce métier parce que j'ai trouvé que c'était très complet. Ça se fait très facilement aussi parce que tu as tout de suite des demandes de ton entourage. Tes potes qui te demandent, tu demandes à tous les photographes de mariage, ils ont commencé parce que c'est un pote qui a demandé. La mode aujourd'hui est un métier qui est beaucoup plus fermé. Il faut connaître les bonnes personnes. C'est un métier qui est plus technique aussi, c'est de la photo studio. L'avantage de la photo de mariage, tu travailles beaucoup en lumière naturelle et donc c'est plus facile de t'y mettre et de progresser dans ce domaine-là. Merci pour cette grosse différence, Greg. Ça va? Bienvenue. Merci Clémence, merci pour ton invitation. Je suis trop contente que tu sois là, ça va être trop bien. Tu vas nous apprendre plein de trucs, c'est sûr. Est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter, expliquer ce que tu fais dans la vie, le contour un peu de ton activité de photographe? Ouais, donc moi je m'appelle Greg Fink, j'ai 44 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, Juliette et Andrea qui ont 7 et 13 ans. Et donc je suis photographe de mariage depuis maintenant 10 ans puisque j'ai quitté mon boulot en 2014 pour me lancer à plein temps dans cette activité-là. Photographe aujourd'hui, c'est un des métiers principaux pour les reconversions. Mais il faudrait que tu racontes justement comment ça se passe la reconversion. Exactement. Et la formation, on en parlera après. Exactement, je veux pas qu'on pense que ça soit trop facile parce que ça n'a pas été forcément facile. Maintenant, c'est la reconversion que moi j'ai fait, c'est mon histoire, c'était en 2014 et donc ça fait 10 ans que je suis à plein temps photographe de mariage. Combien de mariages par an? Une vingtaine. Et donc ton panier moyen de presta? Mon panier moyen, il est à 37 500 euros puisqu'on a fait le calcul précis. Oui. Moi, j'ai l'habitude de dire 40 000 euros parce que donc, il y a l'histoire de TVA, pas TVA, etc. Mais en grosso modo, j'ai des clients qui me bookent aujourd'hui entre 35 000 euros la prestation et 50 ou 60 000 pour les plus gros budgets. Donc là, on est en train de découvrir donc, c'est que Greg a fait un certain type de mariage. Pour, tu vois, un panier moyen à 37 500 euros, on a fait le calcul. 24 mariages, je vais le faire pour vous, c'est donc 900 000 euros de chiffre d'affaires annuel. C'est le chiffre d'affaires que je vais faire cette année en 2024, effectivement. Qui est voilà, on enregistre fin 2024, donc closure de l'année. C'est une grosse progression par rapport à l'année dernière. L'année dernière, j'ai avoisiné plutôt les 650-700 000 euros. Ce que je veux dire de but en blanc, c'est que c'est effectivement un segment qui est très particulier. Je suis positionné sur l'ultra luxe. Est-ce que ça, tu peux le raconter un peu? Donc toi, tu fais beaucoup un truc qui s'appelle les travel wedding, les destination wedding. Ouais, exactement. Alors, destination wedding, c'est quoi? 100% de ma clientèle aujourd'hui est américaine. Il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est que les Américains mettent beaucoup plus d'argent que nous sur leur mariage. Pour eux, c'est un moment qui est très important dans leur vie et ils veulent un peu montrer à tous leurs amis, leur entourage qu'ils font un gros truc. Donc après les études des enfants, c'est généralement le mariage qui va montrer où tu te positionnes un peu dans la société. Et ça veut dire qu'ils font des trucs beaucoup plus gros qu'en France, où traditionnellement tu vas avoir une soirée avec un dîner, cocktail dîner soirée en France plus le lendemain brunch. Eux, ils font la veille, ils rajoutent des trucs, des moments où ils invitent plus de monde, où ils payent plus pour les invités. C'est quoi la grosse diff?
Il y a plusieurs choses. Alors, il y a effectivement beaucoup plus de choses qui se passent sur un mariage américain. Ils vont booker des groupes, de la musique, et tu peux avoir des spectacles de drones, des feux d'artifice. Enfin, tu peux vraiment cumuler les choses. Et il y a un autre truc qui est important à dire, c'est que la photo, dans le ranking et donc dans le classement de leurs dépenses, arrive très très haut. Beaucoup plus qu'en France ? Énormément plus qu'en France. C'est quoi le pourcentage dans un budget mariage en France versus aux US ? En France, je ne sais même pas s'il y a un pourcentage parce que les gens mettent un prix sur ça. J'ai le sentiment qu'en France, si tu poses la question, une personne va te dire « Moi, j'attends à payer mon photographe 2 000 €. C'est à peu près la moyenne que j'entends. Que tu dépenses 30 000 ou 100 000 balles pour ton mariage. Quoi. Exactement. Okay. Et tu vas avoir tendance à mettre plus d'argent sur déjà le nombre d'invités. Enfin, moi, les gens avec qui je parle dans mon entourage en France, ils vont te dire « J'ai invité des gens, je ne sais même pas qui c'était. C'est les potes de mes parents. » Et donc, ils vont faire des mariages à 200 personnes avec beaucoup de gens qu'ils ne connaissent pas forcément. Ils ont tendance à mettre plus d'argent sur ce qu'on appelle food and beverage. Et la photo arrive très loin parce que c'est un peu un truc qu'il faut cocher, mais c'est pas un truc très important. Alors que les Américains, l'Américain, l'image, elle arrive tout en haut. Moi, des fois, ça me surprend encore. C'est quoi le pourcentage dans le budget en général ? Américain, il met aujourd'hui entre 5 et 10% du budget de son mariage sur la photo. C'est fou. Et donc, j'ai des clients qui arrivent et qui me disent « Greg, aujourd'hui, t'es le prestataire le plus important de la journée. » Ce que j'ai encore du mal à croire moi-même, mais ils le pensent réellement, puisqu'un Américain, lui, dans sa vie, va faire des photos au moment où il passe son bac, au moment où il a 16 ans, et les photos de mariage, c'est le truc le plus important. Tu vas généralement retrouver sur un mur au-dessus de l'escalier dans la maison. Quoi. Est-ce que toi, tu gères aussi la vidéo ? S'ils ont une presta vidéo, c'est toi qui sous-traites ou non ? Ça, c'est complètement Absolument pas. Okay. J'ai souvent la question. Donc, les gens, effectivement, pensent que l'image, ça peut être le même prestat. C'est pas du tout le même métier. La vidéo implique énormément de travail après. Pour moi, la majorité du job se fait le jour J. Quoi. Ça te prend combien de temps une presta, juste pour comprendre un peu ? Pour revenir au Destination Wedding, il y a un truc aujourd'hui pour les Américains qui est le top du top, entre guillemets, c'est de se marier en Europe. Alors, il y a Paris, il y a le sud de la France, il y a le lac de Côme, il y a la côte amalfitaine, il y a la Toscane. Mais si tu veux faire un mariage haut de gamme aujourd'hui aux États-Unis, tu te maries en Europe. Beaucoup plus qu'aux États-Unis. Alors qu'il y a une quinzaine d'années, la Californie était un très gros marché. À partir du moment où ils se déplacent, ils viennent toujours pour minimum 4-5 jours. Parce que eux, ils vont venir, ça, c'est sûr, ils vont déplacer leurs invités, et donc ils vont pas déplacer des invités de New York, de Los Angeles pour juste une journée. Mais du coup, ils te demandent des photos un peu la veille. Parce Exactement. Mais surtout, eux, ils font un dîner la veille. Il y a un truc... La veille, il y a un truc qui s'appelle le rehearsal dinner pour les Américains. C'est un truc où généralement, ils font tous les speeches. Alors qu'un mariage français, tu peux avoir les speeches qui sont le jour du mariage et tu passes une bonne soirée à écouter les speeches de tous tes potes quand c'est pas des sketchs. L'avant-veille, ils peuvent faire un welcome event qui est un cocktail où ils rencontrent tous les gens. Ensuite, tu as les journées qui sont à occuper. Donc, ils peuvent organiser des activités. Donc, moi, ça m'arrive de photographier des tours en bateau, des wine tasting. Donc, ils vont aller visiter des caves ou des choses comme ça. C'est un vrai week-end que tu payes, quoi. C'est pas un événement. Ça peut même des fois être une semaine. Enfin, j'ai eu des prestations de 4 ou 5 jours. Donc, qui expliquent aussi pourquoi les tarifs augmentent en fonction des prestats. Donc tu vas bosser minimum 3 jours et maximum ça peut être beaucoup plus. Tu vas bosser minimum 3 jours et en termes d'heures, alors là on les compte pas, mais les 35 heures on peut les faire des fois en 48 heures. Ouais. Donc on est sur un chiffre d'affaires annuel de 900 000 €. Ce qu'on va essayer de comprendre, c'est tes charges variables, donc directement liées à une presta, donc c'est-à-dire des charges que tu n'aurais pas si tu n'avais pas cette presta. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a ? Systématiquement, mon équipe. T'as des gens qui sont avec toi tout le temps ? J'ai une personne qui est avec moi tout le temps, qui est quelqu'un avec qui je travaille depuis 2018, donc qui s'appelle ma seconde shooter. Donc je dis pas qu'elle est aussi importante que moi dans mon business, mais quasiment. Les gens la connaissent, les wedding planners la connaissent, etc. C'est quelqu'un qui est basé en Afrique du Sud, avec qui je suis très proche. Pourquoi elle est basée en Afrique du Sud ? Parce qu'elle est photographe de mariage en Afrique du Sud et que sa saison est inversée par rapport à l'Europe. C'est-à-dire que l'hiver étant notre été, elle travaille quand nous on travaille pas, puisque ce qu'il faut dire c'est que sur la photo de mariage on a quand même une grosse saisonnalité entre le mois de mai et le mois d'octobre. Elle est venue travailler avec moi, très rapidement il y a eu un clic et donc moi je l'ai un peu surpayé par rapport à la tendance du marché. Un second shooter aujourd'hui ça coûte entre 1000, 1500, 2000 € au maximum. Toi tu la payes combien ? Moi je la paye 5000 € pour la prestation. Donc ça c'est elle est avec toi tout le temps systématiquement, quasiment toutes tes prestations et à chaque fois c'est 5000 €. Donc à l'année elle te coûte, elle fait tous tes mariages. Il y a des petits mariages des fois où c'est vraiment, ça va être un couple, ça va être 5-6 personnes, elle va pas les faire, mais elle va faire 20 mariages avec moi, je la paye 5, grosso modo c'est quelqu'un
que je paye 100 000 € par an. Oh, et après, tu as d'autres staff? Ça m'arrive en fonction de la taille des mariages de rajouter des gens. Donc si tu me dis qu'il y a 100 personnes à ton mariage, c'est pas pareil que s'il y en a 400. Mon cut généralement, c'est de se dire que je mets une personne pour 100 invités. Okay. Donc à 200 personnes, on est à 2, 300 personnes, on est à 3, 400 personnes, on est à 4, etc. Et donc ça, c'est certains mariages, combien ça te coûte par an? Grosso modo, j'ai 150 000 € de staff par an. 150 000 €. Donc il y en a 90-100 qui vont à ta second shooter systématique. Et ensuite 50-60 000 € en plus pour des extras quand c'est des très gros mariages. Okay. Ouais. Les charges variables liées à tes prestats, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après le staff, j'ai une grosse charge de travel. Donc j'ai 50 000 € de travel. 50 000 € de travel, ça on va l'expliquer. Je pense que pas mal de gens se posent la question. En fait, évidemment que tu comptes le travel dans tes prestations, comme tous les photographes, mais en fait, tu dois rajouter un petit extra parce que tu vas loin, c'est ça? Ouais, donc en fait, ce que je fais, c'est que sur le marché sur lequel je suis positionné, à savoir l'ultra luxe, il n'y a pas vraiment de notion géographique. C'est qu'un client, il peut te booker à Paris, il peut te booker à Los Angeles ou il peut te booker à Bali. Et tu n'as pas envie vraiment de lui mettre de limite en disant, si tu me bookes à Bali, il y aura 15 000 € de déplacement. Sinon, il va prendre quelqu'un qui est plus près. Sinon, il va prendre quelqu'un qui est plus près et surtout, il va pas comprendre. Il va se dire, c'est un peu con de payer ce budget-là pour juste du travel. Maintenant, pour la majorité des gens, ils n'ont pas envie quand même d'avoir cette notion de distance. Ils peuvent flipper un peu en se disant, qu'est-ce qui se passe s'il y a une grève d'avion, etc. Ce qui m'est arrivé plein de fois dans ma carrière. Donc moi, je suis toujours là. Mais ça m'est arrivé plein de fois de devoir prendre des billets dernière minute parce qu'Air France annonce une grève, etc. Et donc, en fait, par rapport à ça, j'essaye de rester le plus discret possible sur les frais de déplacement. Donc j'admets que je vais faire plus de marge sur un job qui est en France ou en Italie qu'un job qui est en Californie ou en Asie. Donc là, on a dans nos charges variables 150 000 € de staff, 50 000 €, tu disais, de voyage en extra, on va dire ça. Et ensuite, il y a un petit peu de charges. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Il y a un peu de commissions qui sont versées à des apporteurs d'affaires. Ça, c'est combien par an? Ça doit être 15-20 000 € maximum. 15 000 €, ok. Ensuite, j'offre des albums dans la plupart de mes clients. J'aime pas que mes clients repartent avec juste une galerie en ligne ou une clé USB. C'est important pour moi qu'ils aient quelque chose de tangible. Donc, ils font tous un album. Donc, et ça, c'est offert? C'est dans mes packages. Et donc, c'est à peu près 10 000 € par an de coûts sur des albums, puisque c'est des albums qui sortent à quasiment 500-600 € unitairement. Okay. Donc, c'est des très beaux albums. L'édition des photos, ça rentre dans le... Ça m'arrive de la déléguer, en particulier pendant la wedding season, comme tu disais, parce que c'est un rythme qui est assez intense et ça peut être 5-10 000 € max dans une année. Donc on est à peu près à 230 000 € de charges directement liées à tes prestats, sur un chiffre d'affaires de 900 000 €, et donc une marge brute de 670 000 €. Évidemment, il y a d'autres charges, des charges qu'on appelle fixes, que tu as de toute façon, tu fasses 15, 18, 20, 25, 30 mariages à l'année. Là-dedans, c'est quoi la plus grosse? Qu'est-ce qu'on a? Moi, j'ai un salaire de 150 000 € chargé. Donc ça veut dire 150 000 € chargés, juste pour préciser, ça veut dire que toi, ce que tu touches, c'est la moitié de ça. Ouais, 75 000 €, c'est ça. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme charge fixe quand on est photographe et que tu es tout seul Après, tu as évidemment tout ce qui est honoraire, que ce soit les comptables, les avocats. Il faut que tu aies un contrat qui soit au carré, donc tu as toujours un peu d'avocat, tu as des frais bancaires. Frais de fonctionnement, tout ça. Frais de fonctionnement, etc. Et ça, oui, je dirais qu'on est à 40-50 000 € par an. Donc on met tout ça bout à bout. Le matériel? Alors le matériel, c'est un bon sujet parce que je sais que c'est un sujet qui est très important pour les photographes qui font un rapport de cause à effet assez important entre le matériel et les photos. C'est pas trop mon cas. J'utilise le même matériel depuis très longtemps, donc c'est relativement, alors anecdotique, c'est pas le mot, mais je dirais que j'ai 10-15 000 € par an de renouvellement de matériel. Après, le matériel, c'est aussi quelque chose qui est amortissable sur 3 ans. Je pense que c'est un autre point important entre la photo et la vidéo. Je pense que la vidéo coûte beaucoup, beaucoup plus cher en termes d'investissement matériel. Quand la photo, moi je me déplace sur un mariage avec 3 boîtiers et 5 ou 6 objectifs. C'est une des raisons aussi pour laquelle le métier de photographe est aujourd'hui un des métiers principaux pour les reconversions, c'est que l'investissement de départ est très faible. Tu as besoin d'un peu de matériel, je pense que tu as mis... Comme le podcast, mais ça rapporte moins. Je ne sais pas combien tu factures tes podcasts, mais donc une 40 000 € l'épisode.
Mais donc, une fois que tu as mis 20 000 euros de matériel et que tu as acheté un ordinateur et que tu as payé ton site internet, normalement, il n'y a pas beaucoup d'autres frais qui sont liés au lancement de l'activité. Ok, d'accord. Donc, oui, tu dois investir un peu au début, mais pas énorme, et donc on va le compter. Ok, donc sur l'intégralité de ces charges fixes, on rajoute 200 000 euros au total. Ça veut dire que si on prend ta marge brute et qu'on enlève toutes tes charges fixes qui sont là quoi qu'il arrive, il nous reste à peu près 450 000 euros de marge nette, on appelle ça. Ce qui répond à ta question de quelle est ta plus grosse charge, la réponse étant les impôts. Voilà, donc c'est marge nette avant impôt, impôt sur les sociétés qui est donc de 25% à peu près. Donc on va réenlever à ce chiffre de 450 000 un bon gros 100 000 euros à peu près, 100 000, 115 000 euros. Et donc il te reste un peu plus de 300 000 euros. C'est ça. Par an. Et donc ce 300 000 euros, c'est ce qu'on appelle ton résultat net que tu décides de te verser en dividende. Si tu te le verses en dividende, tu dois donc payer un impôt sur le revenu. La flat tax qui est de nouveau à 30%, donc tu peux réenlever 100 000 si tu les prends. Tu réenlèves 100 000, il t'en reste 200. Et si tu les remets dans ta boîte pour investir ou pour autre, évidemment, tu ne payes pas cet impôt sur le revenu. Photographe, ça gagne très bien. Ça a l'air là, c'est-à-dire que si on arrête cet épisode ici, on a juste l'impression que bon bah moi je me casse en fait de ce studio, je vais acheter un boîtier. Si on arrête cet épisode ici, tu deviens photographe et moi je me fais beaucoup d'ennemis. Ouais, c'est ça. Mais moi, ce que j'aimerais comprendre, en dehors de toutes les questions qu'on peut avoir sur le métier de photographe de mariage, c'est comment t'en arrives là. C'est-à-dire que j'imagine bien, t'as commencé il y a 10 ans. T'as commencé il y a 14 ans, pardon, c'est ça ? J'ai commencé il y a 15 ans, effectivement. J'ai photographié mon premier mariage il y a 15 ans et j'ai débranché mon job principal il y a 10 ans. Donc j'ai photographié des mariages pendant 5 ans à côté de mon job. 2 questions. La première, tu vas me raconter, mais c'est parce que tu étais passionné de photo et donc tu t'es jamais vraiment formé. Et ton premier mariage, tes premières années de boulot, tu gagnais combien ? Ce que j'aimerais que tu m'expliques, c'est comment t'en es arrivé là, quoi. Alors, moi, la photo a jamais été un sujet puisque ça a toujours été ma passion. On avait une chambre noire à la maison. Mon père était passionné de photo. Et donc, moi, j'ai eu un Rolleiflex, qui est un super bel appareil photo, entre les mains à l'âge de 12 ans. J'ai passé des heures incalculables dans une chambre noire parce que j'avais l'impression que c'était de la magie pour moi de faire apparaître les tirages dans ma chimie. Donc tout petit, tu savais développer une photo tout seul. Et ton père, c'était son métier ou il était passionné ? Non, il était passionné. En vrai, à cette époque-là, c'était pas vraiment un métier et tout le monde était un peu passionné de photo et lui le premier. Donc la chance que j'ai eue, c'est que j'ai appris grâce à lui. La deuxième chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu des super appareils très rapidement. Et la troisième, c'est que je savais effectivement tirer, utiliser l'argentique, etc. À aucun moment, ça m'a traversé l'esprit d'en faire mon métier. Est-ce que c'était juste pas un truc dans... C'est ce que ton père t'avait transmis aussi malgré lui. C'est-à-dire, ce n'est pas un métier, c'est une passion. Ouais, exactement. Mes parents, ils avaient fait tous les deux une école de commerce. Donc nous, c'était, tu fais une école de commerce. Et d'ailleurs, moi, mon frère et ma sœur, on a tous fait une école de commerce. On s'est pas posé la question. Donc j'ai fait une école de commerce gentiment. Je suis allé travailler. J'ai travaillé 10 ans chez Procter & Gamble. Et c'est juste qu'après 10 ans, tu te poses pas mal de questions en disant est-ce que tu te vois faire 20-30 ans dans la même boîte et le même métier ou est-ce qu'à un moment, tu as envie de faire une reconversion ? Et c'était avant le Covid. On se posait déjà ce type de questions. Donc quand je bossais chez Procter, il y avait des potes qui se mariaient qui disaient Greg, tes photos sont sympas, est-ce que tu veux pas photographier notre mariage ? Et donc mon premier mariage, je le photographiais en 2009. Je demande même pas d'argent et je crois que mes potes, pour me remercier, ils me donnent 500 €. Sauf que les photos sont plutôt pas mal selon eux. Et donc en fait, l'année d'après, j'ai des potes de potes, bouche à oreille. Et en fait, tu le croiras ou pas, mais 2010, je photographie 15 mariages. C'est pas vrai. Ouais. Donc tu passes ton été à aller à droite à gauche pour des mariages, mais là du coup tu faisais payer, tu te faisais payer. Ouais, mais je crois que 2010, alors effectivement c'était des espèces et je crois que je prends 1 000 € par mariage, un truc comme ça, 700 sur certains. Et toi, juste pardon pour comprendre pourquoi tu le faisais, parce que t'étais ultra passionné, parce que Procter & Gamble, gros groupe de grande conso comme on dit, je sais pas, je veux dire tu devais gagner ta vie à peu près correctement, t'avais pas nécessairement très bien. besoin de cet argent-là. C'était pas du tout financier. C'est la vraie raison, je me rappelle, c'est que en faisant ça, je gagne 15 000 € par an, grosso modo, et je peux m'acheter du matos de ouf. Parce que quand je commence avec un boîtier et 2 objectifs, et assez rapidement, 15 000 €, t'as accès. Tu te fais les vrais kiffs du vrai passionné de photo. Exactement, tu t'achètes les super objectifs et tu mets le doigt dans un truc où, au fur et à mesure, tes photos, elles sont de mieux en mieux, etc. Grosso modo, moi, je pouvais un peu fueler ma passion avec cet, entre guillemets, argent de poche. Et donc, je commence à m'acheter vraiment du bon matériel tous les ans via ce truc-là. Ça dure 4-5 ans. Et un jour, je me fais un kiff. Je me fais une formation sur la photo argentique
Atlantique avait fait un photographe de mariage qui vient de Californie et donc qui dispensait des formations en Europe, etc. Et tout le monde se présente. Et moi, je dis, bah écoutez, je suis photographe de mariage, c'est ma passion et j'en ferai jamais mon métier. Et le gars me dit, mais pourquoi? Je dis, bah parce que en France, vous êtes un bon photographe de mariage, vous pouvez facturer 2-3 000 euros maximum, vous faites ça fois 20, ça fait 60 000 euros de chiffre d'affaires par an, vous mettez vos charges, il vous reste pas grand-chose à la fin, quoi. Et ça, c'est vraiment une vraie réalité chez les photographes de mariage en France. Si tu restes en France, en fait, tu peux faire 100 000 euros de CA, peut-être 150, mais difficilement plus. Alors, je suis en France. Je suis en France, donc non, mais c'est la preuve. Je veux dire, tu fais l'intégralité de ton business en France, je veux dire. Avec des clients français. Ok. Oui, avec des clients français. Parce que c'est très compliqué d'expliquer. Moi, mes potes, même mes parents ne comprennent pas le type de tarif que je facture. Enfin, ils disent, qu'est-ce que tu fais à ce prix-là, en fait? J'ai des potes qui croient qu'en vrai, je suis dealer. Et donc, en fait, c'est... Moi, je suis un peu persuadée que t'es dealer aussi. Mais enfin, bon, bref. C'est impossible... Vous verrez sur la vidéo que Greg n'a pas du tout la tête d'un dealer. C'est impossible de faire intégrer ça à quelqu'un normalement constitué en France aujourd'hui. Et donc je me présente comme ça, et le gars me dit, bah écoute, c'est dommage parce que bah, tu fais du bon taf, et nous, sache qu'aux États-Unis, c'est monnaie courante de payer 15, 20, 30 000 $ son photographe. Et donc le gars me dit ça, et j'ai quitté mon job 3 mois après. Donc c'était l'été 2014, et de ce jour-là, j'ai changé mon site, je l'ai mis tout en anglais, j'ai commencé à communiquer uniquement vers la clientèle américaine. J'avais vécu aux États-Unis quand j'avais 23 ans, donc tu parlais anglais, je parlais bien anglais. Ce qui n'est pas anodin. C'est pas anodin du tout. Un autre truc qui est pas anodin, c'est que j'ai travaillé 10 ans dans le business. Chez Procter, tout était en anglais. Donc j'avais un bagage business qui m'a aidé à construire cette société. Et à pouvoir te présenter devant des clients ricains qui, tu peux les comprendre, tu sais t'adapter. Exactement. Ce sur quoi j'ai bossé au début, et je me rappelle que c'était 90% de mon temps, ça n'a jamais été la photo. La photo, techniquement... Je ne sais pas trop comment l'expliquer. C'est quelque chose que je fais depuis que j'ai 12 ans. Je suis quelqu'un qui est observateur. Quand je vais à une soirée, je suis plutôt le mec qui reste dans un coin et qui justement observe. Et donc, je n'ai pas travaillé sur la photo, mais j'ai dit comment je crée une marque de luxe qui se trouve opère dans la photo. Ça passe par des codes. Donc, par exemple, moi, depuis mon premier mariage, sur un mariage, je suis en costume, cravate noire, chaussures noires. J'ai eu des assistants qui me disent, Greg, on va avoir mal aux pieds parce qu'on travaille 14 heures aujourd'hui, est-ce que je peux venir en basket? Hors de question. Non, ouais. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Je fais un Skype avec mes clients pour les rencontrer, je mets une chemise blanche. Peut-être que je suis en pyjama en bas, tu le sauras jamais, mais je mets une chemise blanche. Donc j'ai mis un certain nombre de codes qui sont les codes du luxe, pour essayer de monter cette marque au niveau des standards de mes clients, puisque eux sont habitués à évoluer dans un marché du luxe. Et ça, c'est un truc que tu as compris très tôt, j'ai l'impression, parce que ce qui est difficile, une fois que ton pote te dit ça, tu sais, nous aux US, nanana, t'arrives, tu dis, bah, je vais faire mon business aux US, t'essayes de t'insérer dans le marché américain. Je veux dire, c'est ultra compliqué. Enfin, en France, t'as pas de concurrence, t'es un des seuls à faire ça. Mais là-bas, enfin, je veux dire, tu rentres dans un tout autre univers, quoi. Absolument. La chance que j'ai eue, c'est cette attractivité de l'Europe pour les Américains depuis 10 ans. C'est le street cred naturel que t'as en étant français, quoi, le petit. Exactement, exactement. Et donc, en fait, le marché, c'était quoi? C'était des gens qui se mariaient déjà en France ou en Italie, mais qui déplaçaient leurs photographes de Californie ou de New York. Donc, à un moment, moi, je me suis dit, je suis pas plus mauvais qu'eux. Les photos, elles sont aussi bien. J'ai un bagage business qui est peut-être un peu meilleur, etc. Et donc, au début, mon point de différenciation, c'était de dire, moi, je suis le gars sur place qui peut vous offrir le même niveau de service que ce que vous allez ramener en Europe. Donc, ça, c'était vraiment mon postulat de départ. Ça aurait été beaucoup plus difficile de dire, enfin, si j'avais dû aller là-bas, etc. T'as vu une petite niche et t'as ouvert la porte. Alors, c'est une micro-niche, parce que je me rappelle de la remarque de ma mère quand je lui annonce que je vais devenir photographe de mariage. Elle me dit, oui, mais les gens se marient plus. Ce qui n'est pas faux, postulat général depuis 10 ans, tu as moins de mariages tous les ans. Maintenant, moi, je dis toujours aux gens, moi, ce dont j'ai besoin, c'est de trouver 20 clients sur la planète. Donc ça va. Donc on va s'en sortir. Et je ne pense pas être trop impacté par les tendances macroéconomiques. 20 clients, ça paraît facile et ça peut paraître dur. Parce mais quand on est dans le 0,000,1% des ultra riches, c'est compliqué. Donc il faut rentrer dans 0,000% des ultra riches, il faut essayer de ne pas en sortir. Moi je pense qu'il y a le produit qui est important, à savoir les photos que tu produis, mais ça à la limite, à partir d'un certain niveau, c'est même plus un sujet. C'est évidemment, il faut que tu sois top dans ce que tu fais. Le service a une énorme part. Comment tu te comportes devant ces gens-là? Comment tu présentes? Est-ce que tu es en mesure de respecter leur confidentialité? 9 clients sur 10 aujourd'hui, je ne peux pas montrer leur mariage parce que c'est des gens qui font partie des gens les plus riches du monde. Il y a des célébrités dans le tas, etc. Et tu peux juste pas montrer. Oui, bien sûr.
Et après, comment s'est passée la progression? Moi, j'ai eu une règle depuis le début qui est de dire le tarif moyen de l'année N, donc les fameux 37 500 € dont tu de ton parlais panier tout à l'heure. moyen de 2024. Ton panier moyen devient ton tarif le plus bas de l'année qui suit. Donc ça veut dire que d'année en année, tu rentres un peu plus profondément dans ta micro-niche. C'est aussi comme ça que ça reste intéressant, j'imagine, parce que tu vas aussi te frotter à un game, à un marché Exactement. de plus en plus difficile d'accès, face à des gens qui sont de moins en moins de photographes qui ont accès Exactement. à ces ultra-stars. Donc, Et donc en 2014, je suis remonté un peu dans mes chiffres ce Rihanna, matin. Beyoncé, Elon Musk et puis les Kardashians. Je suis remonté dans les chiffres ce matin justement en préparation du podcast et par exemple 2015, mon panier moyen c'est 2100 € au tout début, donc c'était il y a toujours que 9 ans. 2016 c'est 3008 et 2017 je crois que c'est 7000. Donc en fait ce qui est intéressant c'est que, et quand je dis de nouveau c'est un panier moyen, puisque quand j'ai 7000 de panier moyen, j'ai peut-être shooté un mariage pour 4000 € mais un autre pour 12 000. Sauf que quand tu as vu ton mariage à 12 000, tu dis putain mais en vrai j'ai plus envie d'en shooter des moins bien que ça, parce qu'il y a plus de fleurs, il y a plus de design, il se passe plus de choses, etc. Mais en fait, c'est ça. Moi, c'est ça que je trouve passionnant dans ton business, c'est que d'année en année, normalement, un business, pour énormément de modèles économiques classiques, ce que tu essayes d'augmenter d'année en année, c'est ton volume. C'est pas la taille de ton panier moyen. Ton et en fait, volume ne bouge jamais. Toi, ton volume ne bougera jamais. Ça peut passer de 20 à 24. Peut-être jamais tu iras au-dessus de 30 de toute façon. Donc, c'est très peu variable, quoi. Si j'en fais 30, je peux te dire qu'effectivement, c'est pas que je suis crevé, parce que je vais pas dire que je suis crevé, vu déjà moi je bosse 7 jours sur 7 parce que j'ai d'autres activités à côté par rapport notamment à la société de ma femme. Que je précise, qui fait des robes de mariée. Créatrice de robes de mariée et qui viendra sur Combien ça gagne nous raconter ça. Effectivement, donc je l'embrasse si elle nous écoute, mais donc on est associés sur sa société et on a beaucoup de travail également sur la sienne. Mais donc ce que je veux dire, c'est que ouais, tu fais 20 mariages, c'est mon chiffre moyen, j'en ai fait 24 cette année, j'en ai fait un la semaine dernière alors qu'on était début décembre, ce qui n'arrive normalement jamais. Donc 20 mariages, c'est déjà beaucoup. Et donc tu peux pas en faire vraiment plus que ça. Et donc le seul enjeu de ce métier-là, à mon sens, et ce n'est que mon opinion, c'est la montée en gamme. J'avais un pote photographe à un moment qui faisait des sessions portraits devant la Tour Eiffel, des clients américains, asiatiques, c'était 10 minutes. Je crois qu'il facturait 300 ou 400 €. Il en faisait 200 par an. C'est un autre modèle, c'est beaucoup de volume avec un bas tarif. Moi, j'aurais envie de me flinguer si je faisais ça tous les jours. Donc moi, j'ai choisi l'autre côté du spectre, qui est de dire, j'ai un nombre de dates qui sont données, 20 dates, que quelque part je mets aux enchères. Parce que le samedi 28 juin, je sais que je le bookerai de toute façon. Donc la question, c'est juste comment tu le bookes au tarif le plus important qui soit. Fou. Ça, t'attends jusqu'à quand? Est-ce que, par exemple, je sais pas, tu te fais... en plus, là, ça veut dire que tu sors de ta saison de booking. Parce qu'en soi, les gens, ils ont fait leurs... t'es en plein dedans. Je suis en plein dedans. Donc moi, c'est-à-dire que donc là, juste pour contextualiser, on est en décembre. Les gens qui se marient cet été, donc été 2025, sont en train de booker tous les prestats de leur mariage, donc le photographe. Toi, imagine, là, je t'appelle et je te dis, ok, presta 40 000 € en juin. Tu fais quoi? Tu dis oui direct ou tu dis attends, ça c'est une date quand même super clé, je vais peut-être faire une presta à 60, jusqu'à quand tu... Donc à date là, aujourd'hui j'ai déjà 12 bookings pour 2025. Donc aujourd'hui il y a des dates où concrètement elles ne sont plus disponibles. J'ai jamais cassé une date au profit de quelqu'un d'autre. Alors je dis ça jusqu'au jour où effectivement Beyoncé va appeler et là on verra ce qui se passe. Mais j'ai raté, je crois que c'était 2018 ou 2019, j'ai dû décliner le mariage d'Heidi Klum par exemple. Oh là là, trop chiant. Heidi Klum que j'aime beaucoup en plus. Mais j'ai décliné son mariage parce que j'étais déjà pris. Donc c'est un peu le jeu, mais une fois que tu t'es booké... Et t'as bâche à Heidi Klum, quoi. Le rêve. Et donc... avec ce type de contrat et ce type de client, t'as pas envie d'aller te frotter à des avocats et essayer de... Donc un contrat, quand il est booké, il est booké. Donc effectivement, moi, ta question est très intéressante. Pourquoi ? Parce que il y a aussi quand même un modèle dans ce business et dans cette industrie où les clients qui ont le plus d'argent ont tendance à booker très très last minute. Le job que j'ai fait en Écosse la semaine dernière, les gars m'ont booké 3 semaines avant et c'était un de mes plus gros contrats de l'année. C'était 55 000 € hors taxe, je crois. Wow. C'était 6 jours sur l'île de Skye. Mais donc, effectivement, tu as ce côté-là où moi, je suis plutôt du côté safe. Donc, j'aime bien l'idée d'avoir la moitié de mon business qui est booké à Noël. Maintenant, je sais que je vais devoir décliner des super opportunités sur ces dates-là.
Donc, c'est un jeu de balancier que tu dois Exactement. faire. Et tu peux être de l'autre côté où tu dis, moi j'attends que les gros poissons, les célébrités, etc. Et ceux-là, ils arrivent plutôt sur le printemps. Oui, donc en fait, tu t'assures un minimum et ensuite tu Exactement. joues un peu avec le feu en fonction de comment tu le sens. Et comme toi aussi, j'imagine que tu as beaucoup de business qui te vient des wedding planeuses. C'est aussi comment tu sens les wedding planeuses cette année, comment elles sont bookées, est-ce qu'elles font sur des trucs. Okay, et donc avant d'aller sur un job, j'ai un certain nombre d'indicateurs. J'y pensais vachement en écoutant le podcast de Constance Jablonski avec Mathieu. Je ne vais pas faire de pub pour Mathieu. Génération Yourself, c'est mon podcast aussi. Ton désormais concurrent. Mais Constance qui disait qu'au début, elle travaillait pour des petites marques et au fur et à mesure, il y a les gros qui arrivent, etc. Nous, c'est un peu pareil. C'est que tu montes. Il y a des jobs qui vont être vachement, j'allais dire defining, je suis désolé pour l'anglicisme. Un peu important et structurant pour ta carrière parce qu'ils vont être vachement visible et les gens vont dire ah punaise il a fait le mariage de machin truc et tout. Et qui vont t'apporter potentiellement 10 mariages sur les 2 années qui suivent. L'année dernière on a fait un mariage à Paris, le budget du mariage était 60 millions d'euros, tout le monde a vu ce mariage, on appelait ça le mariage du siècle. 60 millions d'euros. Ouais. Le mariage du siècle. Donc ça veut dire que c'est public. Ouais, tu peux taper mariage du siècle. Ils étaient à l'Opéra Garnier. Ils avaient booké Maroon 5 en concert privé. Donc, on a fait ça l'année dernière. Ça a eu donc, je répète, 60 millions d'euros. Ça veut dire que toi, ça, c'est ton plus gros coup. T'as fait combien, toi, sur ce mariage entre 150 et 170 000. Pour 3 jours Non, il y a eu une semaine de couverture à Paris avec 4 personnes. En plus de ça, on est allé photographier la bachelorette party, donc l'enterrement de vie de jeune fille dans l'Utah aux États-Unis. Donc en tout, il devait y avoir 2 semaines de taf. Ça, c'est ton plus gros coup ever? Oui, j'imagine que oui. Ouais, c'était le plus gros coup ever. C'était en fin d'année. En plus, c'était une date qui était totalement improbable parce qu'on était au mois de novembre. Donc il a flotté effectivement toute la semaine à Paris. Et par contre, ce mariage-là a eu énormément de retombées. Et aujourd'hui, les gens te bookent en disant c'est machin qui a shooté le mariage de quoi. Ça, toi, dans ton objectif d'aller faire du toujours plus ultra luxe, je veux dire, là, vraiment, ça a dû te faire un gros pas en avant, en termes de positionnement. Ouais. Okay. Ton plus gros coup. On va devoir terminer, mais j'ai 2-3 mini-questions. C'est quoi le truc que t'aimes le plus? Un mix avec la partie vraiment voyage. T'arrives à kiffer quand tu voyages, tu te gardes un peu plus de temps, en fait? Non. Non, parce que comme j'ai des enfants et que je suis déjà parti, je dois être parti quand même une centaine de jours dans l'année. C'est plus vraiment pour l'intérêt des mariages. C'est qu'il y a des gens, des fois, ils me disent mais shooter un mariage, c'est chiant, c'est toujours la même chose. Moi, je trouve pas du tout. C'est chiant de shooter des mariages au même endroit. Si tu me dis, Greg, tes 20 mariages, c'est au lac de Caume, dans le même endroit tous les week-ends, là, je vais péter un plomb. Et donc, en fait, c'est aussi une façon dont moi, je construis ma saison. Ma saison, je la construis pas que financièrement. Là, je suis hyper excité l'année prochaine de me dire, j'ai un mariage en Thaïlande, j'en ai un autre en Californie, je peux en avoir un en Afrique du Sud, j'en ai 2 dans le sud de la France, j'en ai 3 en Italie. Donc, je suis autant excité des destinations. Et moi, mon job, c'est de raconter une histoire. Et tu joues avec le lieu. Je joue avec le lieu, je joue avec la culture, je joue avec la nourriture. Et donc, en fait, pour moi, et ça fait un peu cliché de dire ça, mais chaque reportage est unique. Et donc, la partie désormais destination et travel est au moins aussi passionnante pour moi que la partie photo. Ok, et le truc que t'aimes le moins? Les Bridezilla. Ça, c'est quoi? Les Bridezilla, c'est les... Ah, c'est les copines de la mariée? Non, c'est la mariée elle-même qui est en mode contrôle fric et qui veut tout contrôler sur son mariage. Oh, waouh. Un mini conseil, quelqu'un qui veut se lancer, demain je veux me reconvertir, je veux devenir photographe, je sais que je peux pas nécessairement aller dans ta niche, ni même que je veux faire des mariages, mais un micro conseil pour quelqu'un. Pour moi, il y en a 2. Le premier, c'est pas débrancher de manière compulsive son gagne-pain. C'est un métier qui se fait le week-end, donc t'es pas obligé de partir bille en tête et forcément... Tu commences safe, quoi. Exactement. Donc moi, je l'ai fait pendant 5 ans à côté de mon job. Alors, c'était sport. Mais il faut commencer safe parce que c'est un mariage, c'est un job sur lequel il n'y a pas de barrière à l'entrée. Donc théoriquement, tout le monde peut y aller. Donc il faut faire attention à ça. Et le deuxième, je viens du business, mais c'est d'avoir un business plan. C'est de savoir où on va. Donc il faut un business plan sur l'année qui suit, mais aussi sur 3 ans, sur 5 ans. Parce que j'ai fait l'exercice tout à l'heure. Aujourd'hui, être auto-entrepreneur en France, c'est super. Je ne vais pas cracher dans la soupe parce que je suis passé par là. Ça permet de lancer une activité. Mais pour moi, il faut savoir la débrancher.
Tu peux pas construire ce que tu dis. Tu peux pas construire. Ton plafond de chiffre d'affaires, je ne sais plus à quoi sont les plafonds aujourd'hui. Je ne sais plus si c'est 70 000 ou 80 000 euros. Une fois que tu as déduit tes charges, et même là-dessus, je crois que tu as 20% ou un peu plus de charges, tu ne peux pas construire à horizon 10, 15, 20 ans, etc. Donc en fait, il faut tout de suite savoir vers quoi tu te destines et pas te retrouver dans un truc où tu te dis « Ok, j'ai plaqué mon job parce que ma passion, c'est la photo. » En plus, j'ai entendu Greg Fink qui a expliqué que tu pouvais faire un argent faramineux avec ça. Donc c'est vraiment de calculer ton truc et un peu plus loin que sur la fin d'année prochaine parce que sinon, tu risques assez rapidement de te casser les dents. Ouais. Trop bien, merci Greg, c'était trop cool. Merci à toi, Clémence. À la prochaine. À la prochaine, salut.